Bonjour à tous et bienvenue sur les Décidécast. Alors aujourd'hui nous sommes avec Aurélien Lotte qui va nous parler d'un sujet de plus en plus développé dans nos entreprises, chez nos clients. Donc ici ce sera sur le sujet de la data virtualisation. Bonjour Aurélien. Bonjour Sophie. Donc Aurélien, tu es chez Decideum depuis un peu plus de 6 mois. Je vais te laisser te présenter et puis ensuite on abordera le sujet. Alors, je suis Decideum depuis un peu plus de 6 mois, je suis dans la data depuis maintenant 8 ans et dans le monde du digital depuis 17 ans. Ma spécialité est plus tout ce qui tourne autour de la conception, architecture au sens large et toute la partie data engineer puisque j'ai un passif de software engineer. D'accord, très bien. Et donc du coup aujourd'hui on va parler de la data virtualisation. Donc bien sûr, première question, qu'est-ce que la data virtualisation ? Alors, la data virtualisation, c'est une technologie qui permet alors d'accéder, de manipuler et de visualiser des données provenant de différentes sources mais sans avoir à les déplacer ou à les copier. D'habitude on copiait tout dans un data warehouse, data mart, quel que soit data lake. Là l'idée c'est vraiment d'accéder aux données sans les déplacer. Ça permet d'avoir une couche d'abstraction qui donne l'illusion que toutes les données sont au même endroit mais sans avoir à les déplacer. D'accord, donc finalement c'est une solution qui va permettre un gain de temps en évitant de passer par une alternative et en regroupant ces différents traitements de données en une application. Oui, de manière générale, on limite l'utilisation de la mise en place de pipelines pour recopier ces fameuses données. D'accord. D'accord. Et du coup, quels sont les principaux composants de cette solution data virtualisation ? Alors les principaux composants, tu as une couche d'intégration, de connexion qui permet de se connecter à diverses sources de données, que ce soit des bases de données, des API, peu importe. Et tu as un moteur qu'on appelle un moteur de virtualisation qui transforme ces données. À la fin, tu as une interface qui permet, souvent au travers d'une API, qui permet justement de requêter les données directement. Et généralement, on retrouve toutes ces fonctionnalités au sein d'un même outil pour faciliter la mise en œuvre et l'utilisation par les utilisateurs. D'accord, d'accord. Et du coup, si on parle un peu plus de l'application concrète au sein d'un client ou d'une entreprise, du coup, quels vont être les principaux cas d'usage de la data virtualisation ? Alors, les fameux cas d'usage. Le cas principal actuellement où on le rencontre, c'est quand on a des problématiques d'accès de données en temps réel pour de l'analyse décisionnelle. Comme on ne déplace pas les données, mais on gagne ce temps et donc on est au plus proche de la donnée, donc on arrive à adresser les cas d'usage temps réel. On peut aussi retrouver d'autres cas d'usage comme la consolidation de la donnée en vue d'avoir une vue unique, tout centralisé au même endroit. Et aussi pour faciliter un process de migration de données on-prem et cloud vers une plateforme un peu centralisée dans le cloud par exemple. D'accord, d'accord. Et qu'en penses-tu, toi, à titre... Moi, à titre personnel, je trouve que c'est plutôt une bonne solution, mais que je trouve plus pertinente dans le cadre d'un POC, Proof of Concept, quand tu as une nouvelle source de données que tu veux intégrer au sein de ta plateforme décisionnelle au sens large, et que tu sais pas si la donnée que tu veux intégrer à la source de données, elle va être pertinente. Donc, tu passes par cette couche de data virtualisation qui te fait gagner du temps, tu n'as pas à faire les pipelines, la modélisation, enfin, si, une modélisation, mais beaucoup plus simplifiée. Et donc, tu peux valider ou non l'hypothèse de la pertinence d'utiliser telle ou telle source de données. Ouais, un peu comme une mini démo, quoi, finalement. Exactement. Et dans mon cas, une fois que tu as validé que la source est intéressante, en général, on les réintègre dans des processus un peu plus traditionnels qu'on retrouve chez nos clients. Pipeline de données, data warehousing, modeling et exposition. Ouais, un peu plus spécifique du coup. Très bien. Et en quoi ça peut être bénéfique aujourd'hui dans les entreprises ? En fait, c'est que tu gagnes du temps, tu offres un accès rapide et unifié. En fait, on parlait il y a encore quelques temps, quand on met en place un data warehouse au sens large d'unique source de données. Là, en fait, on a une vision un peu plus d'un single point of access, un point d'accès unique pour accéder à la donnée. Donc c'est deux philosophies différentes qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients et qui sont pas forcément opposables l'une à l'autre, mais là l'idée c'est que on se dit on va avoir le même point d'entrée pour accéder aux données sans avoir à les déplacer. D'accord. Et le bénéfice c'est que tu réduis les temps de développement parce que tu n'as pas de pipeline de données pour l'ingestion et aussi les temps de traitement puisque tu n'as pas à les exécuter. Voilà. La donnée elle est là où elle est et tu vas directement la chercher où elle se trouve. Donc comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Par contre, attention, toute médaille a son revers. La gouvernance des données s'en trouve complexifiée. Je ne dis pas qu'on ne peut pas la faire, mais forcément, comme on
on ne centralise pas, on peut pas émettre une gouvernance unifiée avec des process. Il faut aller la documenter autrement. Enfin, il y a du travail là-dessus à apporter. Et on a forcément des problématiques qu'on n'a pas à gérer quand on est sur un data warehouse unique qu'on maintient, sur les temps de latence et la disponibilité de données. Si ta source de données elle est plus disponible, comme tu accèdes directement à la donnée sans la recopier, tu peux pas accéder à la donnée. Potentiellement, tu as des indisponibilités. Alors il y a plein de contournements possibles, il y a des mécanismes de cache qui peuvent être mis en place, mais c'est pas magique, c'est une problématique à prendre en compte. D'accord. Et du coup, pour quel type de client cette solution peut-elle être pertinente ? Il n'y a pas de type de client plus pertinent que d'autres. Par contre, j'estime qu'il faut qu'il y ait quand même dans l'organisation une certaine maturité au niveau de la data, ne serait-ce que de savoir comment y accéder, ce qu'on va y chercher, comment on va la modéliser, comment on va la gouverner, suivre notamment tout ce qu'on a autour du lineage. Là-dessus, il n'y a pas des secteurs d'activité qui sont plus enclins que d'autres à mettre en place la data virtualisation. C'est plus entre guillemets au cas par cas en fonction de ton cas d'usage. Tout à l'heure je parlais de POC, si tu as plusieurs sources de données à valider et que tu ne sais pas encore laquelle tu vas utiliser pour toi, ça peut être un bon accélérateur que de vouloir mettre en place plein de pipelines. Si tu as des problématiques de temps réel, la data virtualisation peut être une des solutions puisque tu évites cette recopie de données. Voilà. C'est adaptable à chaque client en fonction de l'environnement data qui s'y trouve. Et je pense qu'on peut même combiner les deux modes, entre guillemets le mode plus traditionnel et le mode data virtualisation en fonction des cas d'usage. Entre guillemets, il n'y a pas qu'une seule vérité. Ouais. Ok, très bien. Et donc maintenant, si on parle un peu plus aspect fonctionnement technique, peux-tu nous expliquer du coup de ce point de vue-là comment fonctionne la data virtualisation ? Quelles sont les étapes ? Les grandes étapes, c'est relativement simple. Première étape, déjà tu vas te connecter à ta donnée. Donc tu as une multitude de connecteurs en fonction des outils pour adresser ces différentes sources de données. C'est souvent ce qui fait la force des outils de data virtualisation, c'est la multitude des connecteurs, un peu comme l'ETL en son temps, dit comme ça, ça me rajeunit pas. La deuxième étape, une fois qu'on a cette connexion, les connecteurs extraient les données depuis les sources et en fait ils en extraient un schéma de données parce que justement le but de l'outil de data virtualisation c'est de te proposer un schéma de cette donnée pour que toi tu puisses la requêter et l'exploiter. Et ensuite tu fais tes requêtes sur ces données et directement auprès des sources et la donnée est remontée. Voilà. Donc la dernière étape c'est d'assembler parce que justement tu peux très bien requêter plusieurs données et agréger les agréger en même temps. En gros, tu peux faire un select sur une table avec un join sur une autre source de données et en fait c'est vraiment l'outil de data virtualisation qui va faire cette agrégation, ce requêtage et qui va te remonter la donnée, le résultat de ta requête. D'accord. Et quels sont les défis du coup que peuvent aussi rencontrer les entreprises lors de la mise en œuvre de la data virtualisation ? Alors on a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est que comme tu accèdes à la donnée directement à la source, si le lien est rompu pour X raison, un lien réseau, plateforme pas active ou autre, t'as pas accès à ta donnée. Donc ça peut être gênant dans ton processus si par exemple tu as branché ton outil de reporting directement là-dessus. Encore une fois, il y a toujours des moyens pas contourner, mais d'amoindrir ces problématiques. Tu as les problématiques de performance, parce que quand tu accèdes directement à la source et que après tu récupères les données et que tu refais ces agrégations, tu déportes le calcul non pas sur le moteur directement de ta source de données, mais là où au niveau de la data virtualisation. Et enfin le dernier point c'est que ta sécurisation tu es obligé de la mettre en place sur chaque source de données et si t'es avec des sources externes toutes ces mécaniques sont à mettre en place pour chaque connecteur. D'accord, donc là c'est un peu plus long du coup. C'est un peu plus long. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Ok, mais justement en parlant là ici on a parlé un petit peu des défis, maintenant on va parler un petit peu des limites. Forcément il y en a, tout à l'heure on a dit que tout outil avait aussi ses limites. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cet aspect ? En septembre 2024, je dirais que la limite c'est surtout au niveau de la performance des requêtes sur les requêtes qui remontent à un très très grand volume de données ou très complexes avec beaucoup d'agrégations de sources différentes. Je dirais que c'est ça actuellement la limite. D'accord, parce que c'est pas fait pour de la big data ?
Ça peut parce que les moteurs s'améliorent de plus en plus, mais forcément, comme tu récupères des grands volumes de données, enfin si t'arrives pas à les filtrer en amont et que tu récupères des grands volumes de données et que tu dois agréger ces grands volumes de données, bah t'as déjà ce transfert de la donnée et après cette réconciliation qui doit être effectuée, et t'as beau avoir les meilleurs moteurs optimisés, toutes ces latences que tu induis sont plus grandes que quand tu accèdes directement au résultat final. D'accord. Ok. Après, quand c'est toujours les mêmes requêtes qui sont exécutées ou les mêmes typologies de requêtes, ils ont cette capacité à mettre en cache des morceaux de résultats de requêtes pour que tu te faire gagner du temps. D'accord. Parce que du coup, ça va garder en mémoire les requêtes qui ont déjà été faites. Les résultats des requêtes qui ont déjà été faites. Ouais. Okay. Et même des extraits à l'intérieur. Là où sur des plus traditionnels, tu vas avoir des mécanismes de cache qui anticipent en mettant par exemple des index pour simplifier ou en partitionnant la donnée en se disant habituellement il requête de cette manière-là, on va anticiper les choses. Là, la virtualisation, comme elle touche pas à la donnée, elle ne fait que de la lecture, elle peut pas ordonnancer, mais enfin même de manière opaque, elle peut pas t'optimiser l'accès à la donnée en amont. Elle le fait au moment de la réconciliation. Okay. Donc c'est surtout des mécanismes de cache. Ok, très bien. À l'heure où nous sommes sensibilisés aux règles RGPD, tout à l'heure aussi on parlait de la sécurisation, comme quoi voilà, chaque chaîne devait avoir sa sécurité. Oui. Comment la data virtualisation gère-t-elle ces questions de sécurité et de confidentialité? Alors là-dessus, ils sont plutôt, comme c'est des outils qui sont arrivés façon de parler après, enfin ils ont bien intégré ces notions de sécurité, RGPD et notamment tu vas retrouver tout ce qui est mécanisme d'authentification, logiquement, des mécanismes d'autorisation, parce que tu vas être capable aussi de faire ce qu'on appelle les masking policy. Tu vas pouvoir, en fonction des rôles de la personne qui exécute la requête, remonter ou pas certaines colonnes. Par exemple, je sais pas moi, le salaire d'une personne pourrait, en fonction de ton rôle, être remonté ou non. Donc tout ça, c'est des choses que tu configures au niveau de la data virtualisation, et que quand ton consommateur, ton utilisateur va requêter les données, on va pouvoir faire ces fameux filtres et donc régler ces problématiques d'accès ou non à la donnée. Voilà, donc masking policy et filtrage essentiellement. Et donc ça te permet d'avoir déjà un premier niveau et de pas avoir, justement de permettre en fonction des rôles de dire si telle personne a accès ou non à la donnée. Et ça, tu le configures directement au niveau de ton outil de virtualisation. D'accord. Ok. C'est pour ça aussi que chaque chaîne du coup a sa propre sécurité pour permettre les accès à différents services. Et tu le refais pour chaque, enfin ça t'oblige à connaître le schéma, et après toutes les données sont pas forcément sujettes à ces problématiques de est-ce que j'accède ou pas à la donnée. Encore une fois, nous actuellement là où on le met le plus souvent en place, c'est dans le cadre de POC, donc de voir si une donnée est pertinente ou non. Donc ces problématiques de masking, on peut les avoir, mais on les a souvent en bout de chaîne, et si on les a en bout de chaîne, comme on essaye de rationaliser la façon dont ce qui a été mis en place, et souvent c'est au travers de pipeline ELT ou autre, et dans ce cas-là, en fait, on réapplique les mêmes règles, les mêmes politiques sur tout ce qui est règles de masking policy, par exemple. D'accord. Au niveau de l'évolution de cet outil, comme on répète, on est dans un secteur qui évolue constamment avec ta casquette d'expert. Comment vois-tu évoluer cette data virtualisation dans les prochaines années, et est-ce que c'est une solution qui pourrait continuer de se développer? Si je prends ma casquette de software engineer data un peu barbu, un peu bougon, j'ai envie de dire que ça dépassera pas vraiment le cadre de POC. Enfin, je vois mal industrialiser, faire une data platform complète là-dessus, parce que problématique d'accès à la donnée si la donnée n'est pas disponible, problématique potentiellement de perf, facilité à gouverner ce petit monde, parce que sinon une entreprise, tu dois arriver à leur dire quelle est la source ou comment, alors que ok, t'as un seul point d'entrée pour y accéder, mais après ce qui se passe derrière, ça peut être vite compliqué pour tout le monde à connaître. Si par contre je prends ma casquette de consultant comme tu l'as dit, expert, mais où on adresse souvent les problématiques en amont de nos clients, en fait je pense que c'est une solution qui mérite de continuer à être observée, parce que les outils s'améliorent de plus en plus, on a de plus en plus de connecteurs, les problématiques de cache et de performance sont adressées souvent de plus en plus en amont et directement par l'outil. Donc ces craintes, ces freins de s'amoindrir avec le temps, et je pense qu'il est important de continuer à suivre ce qui se passe, parce que ça peut être un vrai accélérateur
en termes de coût d'intégration, en termes de coût de run, parce que le fait de pas avoir à déplacer cette donnée, on gagne un coût. Ouais. En termes aussi de politique RSE, on n'a pas forcément toujours besoin de centraliser la donnée au même endroit. Une donnée qui est partagée, utilisée par plein de monde, à quoi ça sert qu'on l'ait tous répliqué N fois alors que on peut l'avoir à un seul endroit, donc les extrêmes ne sont jamais bons et je pense qu'il faut donc suivre les évolutions et il y a des cas d'usage où ça peut être complètement pertinent de mettre en place la data virtualisation. Et peut-être que prochainement on aura parmi nos clients des gens qui voudront monter une data plateforme complète autour de la data virtualisation. Techniquement c'est pas impossible, reste à trouver le bon projet. Ouais, tout à fait. Et au plus ça va être utilisé finalement, au plus ça va évoluer positivement, réduire les défis, enfin réduire les limites. Exactement. Et on aura aussi peut-être une façon de mettre en place ces projets un peu différente de ce qu'on fait traditionnellement sur ce que j'appelle les projets type data warehouse, parce que il faut pas forcément. Enfin, faut aussi s'adapter à l'outil, aux forces de l'outil et aux contraintes, et peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on évoluera. Et peut-être que la vérité entre les deux, hein, on aura forcément toujours des socs, notamment sur les données de l'entreprise, les données, on va dire régaliennes, et toutes les données externes de partenaires. Peut-être qu'on aura justement cette utilisation au travers de la virtualisation. D'une manière, en plus, c'est pas de la virtualisation, mais quand tu vois Snowflake, d'une certaine façon, c'est un peu ce qu'ils font, parce qu'ils permettent maintenant de requêter des données qui ne sont pas stockées au sein même de Snowflake, mais dans des buckets externes. Donc, c'est une forme de data virtualisation limitée à un seul type de connecteur, mais il y a déjà cette volonté de se dire, je veux accéder à de la donnée qui n'est pas dans mon centre. Ouais. Ok. Très très bien. Eh bien, merci beaucoup Aurélien. Là maintenant, voilà, on va conclure avec les principaux axes qui ont été développés, les points à retenir. Donc effectivement, la data virtualisation est une solution data qui permet un accès du coup unifié en temps réel aux données, donc sans les déplacer. Elle offre aussi des avantages en termes de coût, de temps et de flexibilité, mais néanmoins, voilà, elle a toujours des défis et des contraintes qui existent et pour lesquelles il faut surmonter. Donc c'est une technologie en pleine évolution que l'on risque de retrouver de plus en plus dans la gestion moderne de nos données. Oui, tout à fait. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Aurélien d'avoir participé à ce Décidécast. Au plaisir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.